Merci beaucoup, Madame la professeure. Et je vous adresse justement un très grand merci pour cet exposé captivant, intéressant et pour moi instructif. Comme je suis pas spécialiste dans ce domaine, ça, oui, je me suis régalée vraiment. Et justement, j'ouvre aussi la discussion. Je vous invite à poser des questions, à partager des commentaires, des observations, des remarques. Sinon, je me permets quand même de, de, de poser, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Et puis, ça serait intéressant de connaître votre avis parce que si, justement, je me réfère à la dernière partie de votre conférence, si on admet quand même que les couvertures ne sont pas choisies au hasard, dans quelle mesure les couvertures justement des traductions participent à la construction des stéréotypes ou de l'histoire justement de littératures étrangères, de pays étrangers? Et je répondrai en me référant au travail d'une collègue suédoise, Cecilia Alfstad, qui a travaillé sur les couvertures des suédoises, des traductions des livres pour enfants et jeunesse, les traductions des œuvres qui venaient de l'Amérique du Sud, de l'Asie et d'Afrique. Et euh, elle avait une grande quantité de ces couvertures. Et la constatation qui s'imposait, c'était que d'abord, les différences géographiques et forcément culturelles entre ces trois continents disparaissaient. Ce qui était souligné sur les couvertures, c'était l'exotisme. C'était différent de Suède et c'était un exotisme du Sud. Donc, il y avait c'était surtout les dessins. Donc, c'était des palmiers, enfin les plantes exotiques, c'était des animaux exotiques, même des animaux qui ne vivaient pas dans les continents dont venait le livre. Et donc, ça formait une sorte de vision très unifiée de l'étranger, de cet étranger lointain, qui, d'une part, utilisait déjà le stéréotype de l'exotisme et qui le renforçait. Donc, cette médiation interculturelle dans ce cas, bon, elle ne faisait que renforcer les stéréotypes qui existaient déjà. Quand j'ai regardé les couvertures de la collection Pavillon Domaine de l'Est, euh, pas les quatrièmes de couverture, donc pas le texte, mais les couvertures et les photos, les dessins, euh, j'essayais de voir s'il y avait quelque chose de semblable. Et je n'ai pas pu le confirmer, mais la fréquence, la maquette de la couverture a changé trois fois. Et quand elle commençait, c'était d'abord des éléments historiques qui apparaissaient sur la première. Donc, l'aigle polonais modifié à l'histoire. En 10, la maquette a changé et on a pu le voir avec la traduction d'Homme de Tokarczuk. Euh, Ça devient quelque chose de gai. Il y a plus de couleurs. Euh, et on peut voir aussi l'utilisation des tableaux, pas beaucoup, mais qui font quand même, qui renvoient quand même à l'histoire. Donc, il n'y a pas je ne peux pas dire qu'il y ait un message cohérent, construit de façon consciente. Je dirais plutôt que ça vient un peu par le hasard.
Mais quand même, on évite certaines choses et on choisit quelque chose qui se rapproche à cette idée générale de l'Europe centrale. Histoire, tristesse, euh, voilà. Merci beaucoup. Et je vois que Madame la professeure Teresa Tomaszkiewicz euh, 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 Merci. Bon, alors j'aimerais bien remercier l'auteur de cette présentation pour vraiment le texte qui a touché tellement de problématiques qu'il est un peu difficile de les mettre ensemble. Mm, Mais quand même, je pense que il y a une conclusion importante que de plus en plus, nous vivons dans l'époque des images. C'est-à-dire de plus en plus, nos conversations, communications, etc., ne peuvent plus se passer de l'illustration. Nous ne mm, pouvons plus, les étudiants ne peuvent pas s'imaginer un cours universitaire sans images, n'est-ce pas? Et dans d'autres contextes aussi. Mais alors, j'aimerais bien revenir à une des premières constatations que tu as présenté à propos de l'édition de Madame Bovary avec une couverture rose qui, d'après toi, symbolisait une certaine façon de voir le contenu qui, à vrai dire, n'était pas un tel. Mais alors, j'aimerais bien revenir à la symbolique des couleurs. C'est-à-dire, je pense que les couleurs n'ont pas le même symbole dans les différentes sociétés, n'est-ce pas? Je ne veux pas rappeler l'exemple de la couleur de deuil qui n'est pas la même dans les différents pays. Mais alors, justement, je me demande si nous parlons de couleurs en général, si on prend en compte la symbolique qui est répandue dans la culture réceptrice, la culture plus générale ou symbolique de la culture de départ. Parce qu'à un certain moment, on a dit, on s'imagine la Pologne sous la neige. Donc, il y avait la domination de la couleur blanche et le village était perçu en hiver, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que tu vois de rapport entre les couvertures et, par exemple, les affiches de théâtre ou de cinéma? Et la troisième chose, je pense que la réflexion du rôle intersémiotique de l'image et de la traduction intersémiotique a commencé avec l'étude des publicités. C'est-à-dire, tout d'abord, je pense que les spécialistes en traductologie et en relation image-texte, tout d'abord, se sont penchés, il y a déjà une trentaine d'années, sur la nécessité ou non d'adaptation des images dans les différentes publicités au goût, aux possibilités, à la perception de la société réceptrice ou non. Mais nous assistons maintenant à la même thématique, mais vue un peu d'un autre œil, sous l'influence de découvertes techniques, c'est-à-dire les pages web qui sont adaptées de plus en plus, non pas seulement au niveau linguistique, mais au niveau aussi d'images dans leur conception. Voilà, plusieurs thématiques. Je ne sais pas une question, mais tout simplement la réflexion sur l'apparition de l'image dans la réflexion traductologique. Je pense qu'elle est apparue à la fin des années 90, mm, c'est-à-dire avec aussi l'étude de la traduction du cinéma, etc., etc., et traduction audiovisuelle. Mais maintenant, de plus en plus, on perçoit ce rôle presque dominant parfois de la communication visuelle et parfois on a l'impression que la parole accompagne l'image et pas vice-versa. Vice-versa. Voilà. mm.
Merci. Ce sont des remarques et des questions sous-jacentes. Je reviens aux couleurs et à cette couverture de Madame Bovary. Donc, dans la traduction polonaise, publiée, alors, c'est une maison d'édition, enfin, une maison d'édition. C'était une édition qui a été faite par une entreprise qui faisait tout. C'était en 90. Ah, Et donc, et je regrette parce que je ne pouvais pas, c'était pas à l'époque où on avait le téléphone sur soi et on faisait la photo. Si je l'avais, j'aurais, c'est la photo de ce livre. Ce livre, je l'ai trouvé dans la librairie. Et vraiment, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu que c'était dans les plus belles histoires d'amour, alors qu'on sait que Madame Bovary, bon, et ensuite, c'était un mélange des couleurs comme ça, très douces, ce rose, qui me faisait penser aussi à certaines couvertures de Harlequin. mhm. Harlequin était un peu plus fort, alors que celui-ci était plus délicate, disons, mais c'était les mêmes couleurs. Donc, l'amour, et l'amour qui finit bien, bien sûr. Et comme je dis, c'était une entreprise qui vendait, qui essayait de publier des livres et qui a disparu. Quand je l'ai cherché en 94, ça n'existait plus. Donc c'est juste dans ma mémoire que cette couverture existe. Alors, le rôle de l'illustration, évidemment, aujourd'hui, l'image ne peut pas, non, là, le mot ne peut pas marcher sans illustration, mais les études sur la relation entre le mot et image, bon, bien sûr, ont commencé il y a bien longtemps et on a bien vu avec l'article très classique, le travail très classique de Barthes sur les nouilles et Panzani, comment cette communication de deux voix, par deux voix est importante. Euh, oui, voilà, en traductologie. Je pense que l'apparition du livre de Jeannette et surtout la traduction en anglais a été un stimulus important pour des recherches sur les paratextes aussi bien iconiques qu'autres et des œuvres traduites, mais évidemment, les couvertures avaient déjà étudié un peu spécialement, justement en lien avec la publicité, parce que la relation image, Mhm. je parlais de Barthes, c'est la publicité. Mhm. Et donc, il y a, je dirais, plusieurs voies d'accès aux questions qui se posent entre la traduction et la traduction intersémiotique. Moi, je ne l'ai pas montré, mais tu parlais des affiches. Ce n'est pas tellement les affiches, mais j'ai préparé comme une petite suite à ce que j'ai présenté. Ça, c'est quelque chose qui vient de se faire. Et donc, on a le livre Białe de Ursula Horneck, paru en 22, considéré comme un grand ouvrage. Elle a eu le prix Kościelski. Elle a été traduite en anglais et elle a été nommée pour Booker Prize. Mhm. Et après Booker Prize, après cette nomination, elle a été traduite en néerlandais, en allemand, en espagnol et en français. La traduction française est sortie, si je me souviens bien, le 14 ou le 15 février. C'est vraiment tout nouveau. Et qu'est-ce qui m'a frappé? La couverture polonaise et les couvertures des traductions. Dans les couvertures des traductions, on a la même image Mhm. qui est reproduite, qui n'a pas beaucoup de choses de commun avec la couverture polonaise. Mais ces couvertures étrangères, elles sont frappantes parce qu'elles ont quelque chose de bizarre. Alors, on ne sait pas si cette fille, cette personne, est-ce qu'elle saute ou est-ce que c'est de la Mhm. lévitation? Mhm. Quel est le rôle de l'étang, l'étang, lac, rivière, on ne sait pas trop. Quand on lit le roman, enfin, c'est un roman et ce n'est pas un roman. Certains disent que c'est un recueil de récits, d'autres disent que c'est un roman composé de récits. Mais en tout cas,
l'eau y apparaît souvent, et c'est surtout une série de récits sur la mort. C'est un village où les gens se suicident. Et souvent, ils se suicident en se pendant. Alors, est-ce que cette personne qui est suspendue comme ça dans l'air, est-ce que c'est un Mhm. pendu ou est-ce que c'est quelqu'un qui saute? Donc, il y a cette inquiétude qui surgit de la couverture et qui peut être motivée par le contenu. Et ce qui m'a frappé, c'est cette répétition de la même couverture sur les versions linguistiques différentes. Donc, j'ai demandé à quelqu'un qui connaît le traducteur, pardon, qui connaît l'éditeur polonais pour savoir si l'éditeur polonais a décidé. Ah oui, voilà. J'ai demandé d'abord euh, à la. D'abord, j'ai demandé qui était l'auteur de la couverture française. Et on m'a répondu, c'est une couverture qui a été imposée. L'éditeur français Mhm. n'avait pas le choix. Donc, et c'était imposé par l'éditeur. Éditeur, tout court. Donc, éditeur, je me suis dit, c'est l'éditeur polonais. Donc, question à l'éditeur polonais, d'où vient cette couverture? Éditeur polonais, on n'avait aucun droit, on n'a pas été interrogé, on a appris que c'est la couverture qui est obligatoire. Apparemment, c'est la couverture qui a été choisie et dictée, si on peut dire, par Zollkampf. Donc, ce que je dis, ce sont juste, j'ai entendu, on m'a dit. Donc, ce n'est pas confirmé sur papier, mais je pense que ça s'inscrit dans le mécanisme de circulation des livres, peut-être pas global encore, mais européen. Mhm. Et Mhm. c'est là qu'on peut se demander, et c'est ma dernière question aussi, sur le rôle de l'éditeur comme Mhm. intermédiaire interculturel. Ouais. Dans quelle Mhm. mesure l'éditeur individuel a encore cette fonction, ou est-ce que les grands groupes et les mécanismes économiques, parce que ça c'est l'économie, Mhm. qui Ouais. dictent justement la présentation du livre dans des publics étrangers. Et encore la petite question que je notais, mais je n'ai pas encore posée, euh, comment étudier ou comparer le fonctionnement des maisons d'édition qui n'ont aucune image sur les couvertures, n'est-ce pas? Il y a des maisons d'édition qui Oui, ont toujours les mêmes couvertures pour chaque publication, n'est-ce pas? oui. Donc, voilà. Oui, mais ça, il faut revenir un peu à l'histoire de la couverture des livres, parce que dans les années 30, on ne faisait pas d'illustration. Mhm. S'il y avait un dessin, enfin, pas mal vu, mais c'était de la lecture facile. Mhm. OK. Des belles maisons, des bonnes maisons, des belles éditions n'avaient pas de Dim- dessin. Il y avait, c'est comme la fameuse Blanche de Gallimard, par exemple. Mhm. Oui. C'est la Mhm. couleur, c'est la typographie qui faisait la valeur de la couverture. Ça Ouais. a changé après la guerre. Je pense que avec le livre de poche aussi et les modes américaines, ça a changé aussi Mhm. en Europe. Donc, on a commencé à mettre les dessins, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que ces dessins, au début, étaient parfois trop Mhm. recherchés. Et il y avait une différence entre la littérature populaire et la grande littérature. Mhm. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a encore La Blanche de Gallimard qui veut maintenir son prestige. Et il y a surtout les éditions de Minuit Mhm. avec la petite étoile bleue qui, de cette façon, montre, voilà, c'est notre tradition, Oui. c'est Mhm. aussi notre qualité Qualité. Mhm. de choisir des ouvrages qui ont certains traits. Et Mhm. je pense que tant que je pense que Édition de Minuit ne vont pas changer leur couverture parce que c'est ça qui fait leur valeur. Alors que Merci. Lafon a commencé très rapidement à faire des couvertures, mais justement parce qu'il fallait vendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, j'aurais juste, à propos de dont vous avez parlé, parce que je suppose qu'il y a plein de travaux sur les éléments visuels, et je me demande
c'est-à-dire les couleurs, justement, les images et aussi la typographie. Et je me demande quels éléments visuels sont le plus souvent modifiés lors de la traduction d'un livre, par exemple. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus Parce que on n'a pas la typographie aussi, ça change. Je ne saurais pas dire maintenant. Euh, Non, non, mais je c'est juste pense. une, une idée Mhm. venue. Est-ce qu'il y a des éléments qui changent? Moi, je pense qu'il faut prendre en considération aussi, peut-être même pas les modes, et les modes évidemment sont importantes, mais il y a aussi la façon de concevoir la couverture et sa fonction. Et la couverture est aussi considérée comme une sorte d'œuvre d'art, n'est-ce pas? C'est créé. Donc, il y a des concepteurs qui sont artistes. En Pologne, on peut rappeler Przemysław Dębowiak qui fait de très belles couvertures recherchées où il n'y a pas de dessin, où on joue avec des lettres. Voilà. Je pense aux couvertures des années 50, la première couverture de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, donc Witaj Smutku, et Un certain sourire, Pewien uśmiech. C'était des couvertures où où il n'y avait que le dessin, le titre. Il n'y avait pas de, il n'y avait aucun péritexte éditorial verbal. Mais ces couvertures ont été faites par Janusz Stanne, un peintre et un graphiste très important, connu, talentueux. Et ce sont de très belles couvertures qui ressemblent un peu au style Picasso de l'époque. Et quand on la voit, celle de Bonjour, non, celle de Certains sourires, moi je pense tout de suite euh, à Picasso. Et cette couverture a une valeur artistique, justement. Et elle attire l'attention. Elle n'a pas besoin de mots. C'est la qualité du dessin. Et il y avait beaucoup de couvertures comme ça. Ensuite, elles ont été remplacées, et ça se voit quand on regarde en série les couvertures, comment, pour économiser, les éditeurs puisent dans les stocks de photos et prennent n'importe quoi, un peu n'importe quoi. Pour mettre, et c'était le cas aussi de Bonjour Tristesse. Donc, une photo avec une fille, ou une photo avec un garçon ou une fille, parce que bon, ça parle de l'amour. Mais c'est simplifié et il n'y a plus cette recherche artistique que l'on pouvait voir avant. Je ne veux pas dire que toutes les couvertures étaient artistiques, mais il y avait une recherche plus importante. Mais comme avec la quantité de livres qui sortent chaque année et avec les coûts, et on compte, n'est-ce pas, le coût de la production du livre, le rôle de la couverture change aussi. Le rôle et la façon de la concevoir. Mais je pense aussi que des bons éditeurs changent et utilisent aussi, enfin, cherchent, font une recherche. Ça se remarque aussi sur le marché polonais. Merci beaucoup. Et je vois que Anita Staroń veut prendre la parole. Juste pour prolonger dans cette veine, déjà à côté de moi, et je remercie Monika Grabowska qui, d'ailleurs, parce que je suis toujours assise comme ça et on voit un brin de ma collection et elle m'a encouragée à lire ça. Donc Monika, je te dis que je l'ai lu enfin et je ne sais pas à quel point vous voyez, il y a une photo ici. Bon, n'importe, peu importe pour vous, le sens de cette photo, mais elle est importante dans l'ouvrage. Et donc, c'est exactement la même couverture qu'il y a dans la version américaine originale, parce que je suis sûre que là, comme vous l'avez dit, ça a été imposé. Maintenant, si c'est par l'éditeur ou par l'auteur lui-même, qui tout simplement se réfère plusieurs fois à une photo, et ce n'est pas même dit explicitement dans l'ouvrage qu'il s'agit de la photo de la couverture, mais le lecteur le comprend. Et ça, c'est la première idée que j'ai eue, mais la deuxième, si vous me permettez, c'est une réflexion concernant le 19e siècle sur lequel je travaille et où des couvertures notamment pour des ouvrages euh,
bon, du roman populaire, je vais dire, ou bon, moins coté, ont été souvent, bon, des travaux extrêmement importants au niveau du graphisme, de la présentation graphique, mais en même temps très osé au moins pour les temps, pour l'époque, hein, justement, très précisément, en vue d'attirer les lecteurs. Et souvent, ces couvertures ne correspondaient pas trop. Un peu comme pour Flaubert, au sens, Oui, voilà, véhiculé par l'ouvrage lui-même, mais la couverture devait faire ce premier travail d'attirer le lecteur de manière assez osée et je dirais même assez primaire. Voilà, donc je vous remercie, ça a été passionnant et je pense moi aussi qu'il y a comment dire, un lien très fort. Et on peut parler effectivement de cette traduction intersémiotique, ça m'a beaucoup plu cette idée, mais j'ai aussi pensé tout ce temps-là à ce que vous avez dit en conclusion, qu'il y a le travail d'artiste plus ou moins doué qui tout simplement interprète ce qu'il a lu, peut-être dans l'ouvrage entier ou du moins dans sa présentation, comme vous l'avez dit. Donc merci. merci. Agnieszka Dryańska, s'il te plaît. J'aimerais vous remercier pour cette conférence vraiment passionnante pour moi. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, donc ça a été vraiment particulièrement intéressant. Par contre, j'aimerais me référer à votre expérience ou à l'expérience de tous les spécialistes ici dans le domaine de la littérature. Donc, comment ces couvertures tellement variées impactent finalement euh, l'interprétation de l'ouvrage par le lecteur? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Est-ce que vous avez votre expérience finalement qu'il y a un tel impact? Oui, alors, je dirais mon expérience, mais plutôt de lectrice individuelle, pas de chercheuse, est que euh, je peux réagir différemment sur la couverture, mais c'est quand même le nom de l'auteur, c'est le nom, c'est le titre, c'est l'intérieur qui décide de ce que je choisis. Et ce que je peux constater avec une expérience plus importante de quelqu'un qui fréquente les couvertures, c'est que je sais que les couvertures montent. Donc, elles peuvent m'attirer. Je peux dire, voilà, elle est belle, je peux l'apprécier quand elle le vaut. Mais je sais aussi qu'on peut avoir une très mauvaise couverture, mais que l'intérieur est bon. Mais ça, c'est mon expérience. Par contre, je ne connais pas de travaux. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais je ne connais pas de travaux. Donc, ils sont rares quand même parce que je suis un peu ce qui se passe, qui portent sur l'effet. Je crois qu'il y a en France des recherches sur la réaction des lecteurs sur la couverture, mais sur la couverture, sans parler sans distinguer la couverture de l'original et de la traduction. Euh, non, je ne connais pas de travaux. Parfois, j'y pense, mais ça demande. Je pense que c'est plutôt du côté de bibliologue qu'il faut chercher aussi bien les méthodes que les recherches qui répondraient à cette question. Comment réagissent les lecteurs? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Mais sinon, voyant les gens qui nous quittent déjà, je me permets d'éclore la discussion, de remercier de nouveau à notre invité, à notre conférencière, et je passe la parole à Renata Jakubczuk. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Je me joins à mes collègues, mes amis pour vous remercier. C'était vraiment passionnant, très intéressant. J'ai beaucoup appris. Je me suis posé aussi des questions, donc c'était vraiment très, très, très enrichissant. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh,
je remercie également tous les participants qui sont encore présents. J'annonce la conférence suivante qui va avoir lieu vers la fin du mois de mai et qui va être assurée par Monsieur le professeur Piotr Sadkowski de l'Université de Toruń. Donc, je vous invite d'ores et déjà. Et bien sûr, on va envoyer l'invitation en mois de mai. Merci tout le monde. Merci d'être venu, merci d'avoir assisté. Et surtout, encore une fois, Madame le professeur, merci beaucoup.